Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nature Bushcraft. Donc aujourd'hui on vous propose une sortie un peu inédite qui va sortir du contexte habituel du bushcraft comme on l'entend généralement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a décidé avec les copains du groupe des éclaireurs de Nature Bushcraft de vous proposer une sortie en bord de mer. Voilà, donc l'intérêt de cette sortie ça va être de pouvoir explorer un petit peu les possibilités qu'on va avoir en survie en bushcraft. Donc sur l'estran. Donc on va partir de la limite marée basse pour évoluer après donc vers la dune boisée. Voilà. Donc on va étudier les possibilités au niveau ressources alimentaires et au niveau ressources de matériaux pour avancer sur des techniques un peu primitives, notamment du tressage de liens par exemple. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on est avec le groupe donc, sur la plage, donc la plage de l'Estrancook. Donc en fait ici on va s'intéresser un petit peu à l'estran, donc par rapport donc, à ce qu'on a vu au niveau du programme, à la recherche de nourriture, dans une approche assez survivaliste du bushcraft. Donc ici en arrivant sur la plage déjà ce qui est intéressant c'est qu'on peut repérer très facilement les indices de nourriture. On a trouvé les coquilles, les coquillages, les coquilles de moule plutôt. Voilà, donc il y a pas mal de choses différentes. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à manger. Il y a du coquillage, donc il y a de la nourriture. Après le but ça va être de le trouver. C'est un sujet assez vaste qu'on va pouvoir développer ultérieurement, mais voilà, donc c'est intéressant de savoir ça. Et déjà savoir, pour nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que qui dit coquillage, donc qui dit nourriture, dit poisson. Parce que le poisson va venir se nourrir ici. Donc nous on va chercher à définir où va venir se nourrir le poisson et par où il va passer pour pouvoir essayer d'en capturer. Hein, donc voilà, donc pour ce faire, on va être observateur. Donc ici on a une plage, on la prend bien de profil. On va avoir des creux, des niveaux. On a un creux qui est là, donc le creux sera plus sombre, il y a encore de l'eau. Une butte, un creux, une butte, encore un creux là-bas. Hein, donc en fait, la mer va recouvrir ces creux par étapes. Donc ces creux vont être intéressants, on va se rapprocher après parce qu'en fait ils vont renfermer beaucoup de nourriture. Donc ce qui va être intéressant de savoir, surtout en premier lieu, c'est par où va passer le poisson. Donc ici on a une bonne lecture de la plage, parce que le poisson de toute façon il va suivre l'eau. Donc les zones pour lui les plus simples pour rentrer, c'est là où il y aura le plus de fond. Donc on voit très bien là une entrée d'eau sur la plage, qui arrive comme ça, une espèce de petit fossé naturel. Donc là c'est une route, ce que j'appelle une route à poisson. Donc le poisson va rentrer par là. Donc ça va être des zones intéressantes à prospecter déjà pour mettre éventuellement un premier piège ou une première ligne. Donc on va pouvoir prospecter un petit peu ce secteur-là. J'ai vérifié que ça fonctionne sur des pêches avec un peu plus de matériel, mais on prend du poisson sur ces endroits-là. Et on va se rapprocher un petit peu du creux là pour voir ce que ça donne au niveau possibilité de pêche. Donc ici on est sur un secteur super intéressant, donc c'est le plateau qu'on vient de voir, on s'est rapproché. On a ici un garde-manger pour les poissons. Parce que ce qu'on va voir ici, tous les tortillons de sable qu'on a là, en fait ce sont des rejets qui sont faits par des vers marins. Donc les vers qui rentrent dans le sable et qui vont avoir tendance à ressortir quand la marée va recouvrir. D'accord. Et ces vers-là servent à attraper le poisson Alors on peut s'en servir donc, pour attraper le poisson. Et on va aussi pouvoir s'en servir comme un repère parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une zone de nourrissage. Hein, le poisson va rentrer pour chercher ces secteurs-là et venir manger là quoi. D'accord. Donc c'est des zones à privilégier. Donc après, l'intérêt tout ça, c'est que maintenant on va savoir où placer des lignes. Ligne de fond. Donc pour la ligne de fond, il faudra suivre le petit lien donc, qui est indiqué sur la vidéo. Et là on va pouvoir en placer ici plusieurs de façon assez espacée, plus ou moins aléatoire on va dire, en suivant cette entrée d'eau. Donc on a une entrée d'eau là, normalement, bon là on ne la voit pas, mais on en aura une autre là-bas. Donc là ce sont des zones de passage. Donc l'eau va monter par là en départ, cette plaque va se remplir, donc il peut déjà avoir du poisson qui va venir là. Donc surtout des petits poissons, genre des petits bars, des choses comme ça, ou des poissons plats. Donc
ça, ce sera les premiers arrivants. Et à savoir que quand la mer va recouvrir après le sable pour venir ici, donc quand la marée va monter, voilà, les autres poissons vont venir là aussi. Donc là, on a vraiment des chances d'avoir ces poissons. Donc je vais parler de pêche à pied. Nous sommes sur du sable. Alors comme on parlait tout à l'heure, il y a une certaine profondeur. Une certaine profondeur de sable. Il faut savoir qu'ici, historiquement, on a eu jusqu'à 30 mètres de sable qui ont déferlé. Je parlerai de cette histoire du sable et pourquoi est-ce qu'on en a autant dans le chenal. Dans ce sable, qui est un sable très très fin, on a une quantité de coquillages. La quantité de coquillages varie avec la saison, ce qui fait que par saison on en a plus ou moins, naturellement il faut qu'ils grandissent. Et en plus, on a un problème sur le Dunkerquois, puisqu'on est dans cette zone-là, c'est le passage de bateau. Et qui dit passage de bateau dit aussi arrivée d'invasives. Parmi ces invasives, nous avons des petits vers qui vont venir châtrer les coques, qui font que la coque, en fait, ici, il ne faudra pas la chercher puisqu'elle n'existe plus. On n'en trouvera que quelques-unes, mais elles sont vraiment très rares. Ce qu'on trouvera surtout, c'est des petits coquillages comme celui-ci, hein, qui est apparenté à la téline. Donc, qu'on pourra trouver assez facilement grâce à des siphons. Siphons, je vais définir tout à l'heure avec un dessin. Et ou bien nous pourrons trouver aussi du couteau. Mais le couteau, c'est pareil, c'est par saison. Ici, on avait le couteau droit que tu as montré tout à l'heure, Sébastien, qui est le couteau en fait local, mais qui a été ici quasiment éradiqué par un cousin invasif qui est le couteau américain, qui est une forme différente qu'on essaiera de retrouver ensemble tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons parlé de profil. Alors un profil, c'est regarder justement le terrain. Le terrain est fait de zones ici qu'on voit humides, de zones sèches. Alors les zones humides, chez nous, on appelle ça des bâches, hein, qui restent encore un peu en eau, elles sont ridées. Et ensuite, nous avons des zones un peu plus sèches, qu'on appellera des bancs, hein, exactement à l'instar des bancs de sable qu'on voit dans la mer. Les coquillages qu'on va chercher se trouvent soit dans ces zones humides, soit sur ces bancs. Les couteaux, par exemple, auront tendance à aller dans des zones comme les bancs, dans lesquelles ils vont pouvoir rentrer très rapidement et rentrer profondément. Et ici, dans les zones un peu plus denses, hein, on le sent de toute façon quand on marche dessus, on aura plutôt tout ce qui n'est pas lourde, qu'on ne voit pas beaucoup, et puis ces petites télines. Citation de Sébastien, si tu veux te mettre à chasser ou à pêcher un animal, il faut apprendre à le connaître. Alors ici, nous allons faire une pêche à pied, et donc il faut d'abord qu'on sache comment reconnaître l'animal, comment vit-il, pour pouvoir ensuite savoir, comme on disait tout à l'heure au niveau des différents sables, mais comment savoir le reconnaître de l'extérieur. Donc ici, on va faire un petit dessin. Voilà. Ici, nous avons le sable. Ici, nous avons la partie aérienne, où nous sommes. Le coquillage, par exemple, ici, on va faire cette petite téline. Il est fait comment? Quand il est dans le sable, il est comme ça. Hein, il se plante de cette façon. Donc comme ça. Avec un muscle qui est ici, qui va lui servir à creuser. En fait, il va envoyer ce muscle et il va se tirer vers le sable, comme ça, constamment. D'où sa forme bien aérodynamique. Et ici, il va continuer à respirer parce que sous le sable, il est comme nous, il n'y arrive pas, en lançant deux petits tuyaux. Ces deux petits tuyaux, on appelle ça des siphons. La téline fait des petits siphons qui ont la taille d'une tête d'épingle. Donc il faut vraiment avoir l'œil. Le couteau a exactement la même forme. Enfin la même forme, oui, là. Même façon de travailler, il est là. Ici il a un gros muscle qui va l'attacher au sol. C'est vraiment la partie comestible. Et ici il va envoyer deux siphons. Voilà. On va
regarder maintenant, on va remettre ce dessin dessus. Qu'est-ce qu'on a? Notre téline, elle est ici. Qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on va avoir un trou ici. Un trou là. D'accord? Naturellement, je ne peux pas vous le montrer parce que la nature n'aime pas le vide et a tendance à le remplir. Donc on doit avoir deux petits trous. Le couteau, on va voir ces deux petits trous aussi. Mais le petit trou est beaucoup plus... Le couteau est beaucoup plus large que la téline. Et en fait, j'arrive pas à vous le dessiner, donc je vais me déplacer. Donc, il aura ces deux petits trous. Et j'arrive toujours pas à vous le dessiner. Mais en plus, comme lui se sera enfoncé et qu'il est très large, il aura tendance à remplir ce trou aussi. Ce trou va se remplir comme on vient de le voir actuellement. En fait, on va le reconnaître à cette forme de 8. Voilà. D'accord. Alors que la téline, la coque, la balourde, vous la reconnaîtrez à deux petits siphons qui sont beaucoup plus espacés. Et les trous font quoi comme diamètre en général, en moyenne? C'est des Ici, tout petits ou... Ici, nous avons quelque chose qui est de la taille du coquillage. Comme on voit, hein, vous regardez, donc les coquilles, ce sont des cadavres. Hein. Donc des cadavres de coquillages qui ont vécu. C'est vraiment pas très gros dans le coin. Encore une fois, on a des problèmes de population. On a des problèmes de drague. Hein. On a des bateaux dragueurs, on a des chalutiers. On a des problèmes de pêche un peu intensive qui font que les populations ont du mal à se régénérer. Pour le couteau, il faut voir ça de la taille du couteau. Tu l'as encore avec toi? Donc tout à l'heure on retrouvera un couteau et on regardera un petit peu la taille. Le couteau ça fait à peu près cette taille là. 2 cm 5. Voilà. Pour ici en fait c'est vraiment tout petit, vous verrez, on cherchera après. Les siphons peuvent être différents aussi. Si vous faites de la pêche à coque par exemple, lorsque vous êtes en Bretagne ou en Normandie, le siphon est particulier et vous savez reconnaître une coque. Il faut l'avoir vu une fois. Donc la pêche se passe exactement comme la cueillette. On a le nez par terre. On a le nez par terre, on avance et puis on cherche simplement un siphon. Le matériel, un petit râteau, un pieu, un doigt. Le siphon est là, prenez au doigt. Et avec une pêche particulière pour le couteau, ce que j'espère c'est qu'on en trouve un. Si j'arrive à vous le montrer, vous verrez c'est sensationnel, mais vraiment sensationnel. La pêche au couteau, on n'a rien à faire. Et puis, mais c'est l'image qu'il y a avec. Mais j'en parlerai à ce moment-là. Sinon, après, on en discute. Je vais la relâcher. Donc là, c'est ce que vous aurez, c'est ce qu'on a trouvé hier. Hein, on en a retrouvé plusieurs comme ça. Il faut vraiment en prendre beaucoup si jamais on veut se nourrir. Hein. Voilà. Donc je vous invite aujourd'hui dans le milieu dunaire. Donc nous avons tout à l'heure vu l'estran. Donc l'estran c'est tout ce qui est en amont de la mer jusqu'à la dune. Et après nous avons la dune jusqu'à l'intérieur des terres. La dune c'est quoi? La dune, ça pourrait être un tas de sable, ça il n'y a pas de problème. Alors, tout le monde l'a remarqué, il y a du sable, du sable, du sable, du sable. Alors du sable qui se fait par l'amoncellement de sable, par le vent? Par le vent, voilà. C'est le vent qui va ramener ça. C'est pour ça que lorsque vous marchez dessus, il a une texture qui est particulière, qui est fine, et qui fait que, en fait, il est très très fin, qu'il n'accroche pas. On appelle ça du sable éolien. Il est très très rond, il y a très peu d'aspérité dessus, il ne retient pas l'eau. C'est exactement le même sable que vous rencontreriez si vous étiez dans le Sahara. Pas la même couleur parce que il est d'une origine différente. Ici nous avons du quartz. Sahara, il y a un mélange de différents matériaux. Première partie, on ne la verra pas ici, on l'a vu sur la plage. Tout à l'heure on la reverra à notre tour. Lorsque les embruns arrachent le sable, il commence par y avoir une accroche par tout ce qui peut être aspérité. On a des trucs dégueulasses qui traînent le long de la plage qui fait que nous ne pouvons pas nous étaler dessus et puis donc être bien au soleil, avec des algues, des puces, des déchets. On appelle ça la laisse de mer. On la reverra tout à l'heure.
Cette laisse de mer est une accroche qui va permettre à ce sable éolien de rester. C'est-à-dire que le sable va être ramené par la mer et par le vent, pardon, et lorsque la mer va venir dessus, elle ne va pas pouvoir tout prendre à cet endroit-là parce que ça va être un obstacle. On verra une petite dune venir, on appellera ça la dune embryonnaire. Et c'est donc la naissance de ce qu'on voit ici. Donc ici on a en fait une dune embryonnaire, hein, c'est le gros tas qu'il faut prendre, une dune embryonnaire qui a continué à grandir et qui a continué à avoir du sable, et on appelle ça la dune blanche. Les dunes ont une forme particulière. Je ne pourrais pas dessiner ici parce que je n'ai pas la structure particulière, mais une dune, c'est une forme de croissant. C'est une forme de croissant, et une croissant qui vous indique la direction du vent. Lorsque vous êtes ici en bord de plage, toutes les dunes ont à peu près la même forme, c'est-à-dire un tas de sable qui va venir en muraille, une pointe. Plus la dune va reculer, c'est-à-dire qu'il y aura une dune devant elle, et plus en fait cette dune va être érodée tout doucement et va recevoir du vent par la dune précédente au niveau vent dominant. Ici nous sommes en Flandre, donc ici nous n'aurons pas les mêmes dunes que sur la côte. Pourquoi? Parce que le vent dominant va d'ouest vers l'est. Donc toutes ces dunes qui sont là, donc qui sont des tas de sable pour l'instant, vont tout doucement se tourner et on en verra sans doute quelques-unes. Là on en voit une grande qui commence à prendre cette forme. Vont avoir une dune qui a cette forme-là, dans ce sens-là. D'accord? Donc un croissant. Et ce croissant aura l'ouverture depuis l'entrée du vent dominant. Je vous présenterai la dune tout à l'heure quand on y sera au centre. Parce que c'est important pour l'eau. Lorsque cette dune va vieillir, des plantes vont commencer à s'installer. Les plantes, ce sont des mousses, des lichens. On va la rencontrer tout à l'heure, on appelle ça la dune grise. Nous avons ici une dune grise, herbacée, où on a quelques arbustes qui sont dessus et qui pourraient ressembler à ce qu'on appellerait la toundra. Un peu plus loin, nous aurons un autre type de dune, on commenceront à pousser, comme ici, on voit ici à côté de nous, des argousiers. On verra aussi quelques sureaux qui pourront commencer à venir avec quelques ronces. Ici on voit du sureau noir. Et ça sera la dune arbustive. Et ensuite nous aurons la forêt. Il y a une logique à tout ça. En fait, pour l'instant, lorsque nous sommes sur la dune blanche, nous avons un sol qui est très pauvre, très aride, qui ne retient pas l'eau. Plus nous avançons, et plus les plantes, plus les animaux vont laisser de la matière organique. Et donc plus vous avancez, et plus vous avez des arbres qui vont pouvoir pousser et récupérer toute la matière qu'il leur faut. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en route. On va s'arrêter pour prendre quelques matériaux, et je vous propose d'apprendre à faire du lien. Et là, à moins qu'il fasse une petite chose. Mais ça pousse ici ou alors on peut en mettre au jardin? Oh, tu peux en mettre au jardin, c'est sorti des jardins. En fait, je crois que ça date de la période Napoléon, où ils l'ont ramené, puis en fait c'est super bien acclimaté après. Camp de Boulogne Au camp de Boulogne ou... Peut-être. Et donc ça donne une super fleur jaune. La fleur se mange, la racine se mange, la rosette se mange. La racine, tu peux l'utiliser en tant que condiment parce que ça pique un max. Et si jamais tu as des problèmes d'arthrose ou d'articulation, tu peux les mettre dessus pour faire en sorte de prendre 5 kg. Tu les feras livrer. Vous avez vu ces petites plantes là, vous la reconnaissez de toute façon, je suppose? Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit, on dirait du plantain. Ouais, c'est plantain moyen. Ouais, c'est une forme de plantain. Ouais, c'est une forme de plantain. Ah, et elle se mange ici, vous la verrez toujours sous cette forme-là petite. Et plus elle grossira, et plus ça veut dire qu'il y a la matière organique. Et donc ça veut dire qu'on se rapproche de la forêt. Voilà. Oh, il a déjà des bien... Voilà, c'est du lancé au lait, hein, donc, parce que c'est dû au pipi ou des trucs comme ça.
Ça, c'est du pissenlit, je sais Non. Ça, oui, c'est un type de pissenlit. Dents de lion qui disaient les Anglais. Hum. Donc c'est un type de pissenlit. Je vous dirai pas le nom parce que je sais pas, mais c'est un... pas. Ça se mange aussi. Et ça se mange aussi de la même façon. C'est-à-dire on peut manger les fleurs, on peut faire des clarinettes, mais ça se mange aussi, même si c'est très amer pour les hampes. Et les feuilles se mangent. On en avait parlé de la manière de manger les feuilles quand c'est vieux comme ça. Non, il me semble pas. En fait, lorsque vous n'êtes pas obligé de collecter toute la plante. Une plante qui est vieille, on dit toujours la salade elle est montée, je la mange pas. En fait, plus vous vous rapprochez de la racine, plus elle sera amère. Parce qu'il y a du latex dedans, c'est lui qui donne l'amertume. Et plus vous rapprochez en fait du centre de la plante, du cœur ici, et moins elle le sera. Après ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous la cuisez, elle sera moins amère. Si vous la mangez crue, elle sera plus amère. Et après, comme on en avait parlé, non on n'en a pas parlé, non on n'a pas pu en parler. C'est que là-dedans le meilleur c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Le meilleur c'est la racine. La racine, vous la cuisez, vous la faites chauffer dans de l'eau. Et à partir du moment où vous avez mis à ébullition et puis que vous sentez que vous arrivez à rentrer dedans avec le couteau, à ce moment-là vous la sortez. Alors soit vous la mangez telle quelle si vous l'aimez telle quelle, ou bien vous pouvez la mettre à la poêle avec un peu d'huile à frire et c'est succulent. Parce que les pissenlits en général, parce que nous dans la région, c'est vrai que dans le temps on mange beaucoup de pissenlits. Ouais. En règle générale, c'est tout comestible. C'est pas en règle générale, ils sont tous comestibles. Voilà, c'est ça. Mais alors il n'y a pas une histoire de floraison? On dit pas qu'il faut mieux les prendre avant floraison? Parce que c'est moins amer, Parce que c'est moins comme la amer. salade. D'accord. Mais même une salade qui est montée, tu peux encore la manger, Ouais, elle sera juste ouais. plus amère. Quoi. Et généralement une salade montée, on la mettait dans les soupes de salade. Et ce que tu expliques avec la racine, c'est valable aussi pour les pissenlits qu'on trouve dans le jardin? C'est le même. C'est le même. C'est le même. La racine de pissenlit et le pissenlit nous côtoient constamment. À chaque fois, je vous donne un truc supplémentaire, là c'est vraiment un... Il y a la taraxacothérapie, un truc comme ça, qui a rapport avec son nom scientifique. Comment? Taraxum, Ouais, c'est Taraxum ou Taraxocum, je sais plus, j'ai jamais su le retenir en fait, je retiens mal tout ça. Et en fait, c'est une thérapie qui te permet une thérapie dépurative. Parce que tu as une grosse médicamentation. Ouais. Cancer, eczéma, bref, une grosse médicamentation. Tu as emmagasiné des saloperies. Nous, en fait, on est tous médicamentés parce qu'on a plein de toxines, notamment tous les métaux lourds de par tout ce qu'on bouffe au niveau de l'industrie. À partir du moment où tu vas commencer à bouffer du pissenlit, il fait partie des plantes dépuratives, comme le citron. Comme le citron, voilà, c'est ça. Du citron, tu l'as acheté, lui, tu l'as gratuit. Et donc, même s'il est amer, en fait, il va te permettre de laver tout ça. Laver le foie, laver l'intestin, parce qu'il est aussi dépuratif à ce niveau-là. Laver le sang, il le fait au travers du foie. Mais donc, voilà. Et puis ça se mange bien. Et le problème, c'est le goût de verre et on n'y est plus habitué. On nous a tellement, on parlait tout à l'heure 1870, on nous a tellement standardisé qu'on a oublié le goût des choses. On a oublié le goût des choses. Et ça fait partie des bonnes choses. À côté, vous avez une super chose aussi que la nature fait. C'est rigolo, pissenlit. On va continuer l'assiette. Vous connaissez ça? On a le droit de dire des... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça commence par pas, ça finit par nez. Du panier. Cool. Vraiment? Ouais, c'est du pané. J'aurais dit. J'ai révisé avant de venir. Quel pané. Et donc ça c'est du pané. Hein, le pané qu'on voit de nouveau avec justement la résurgence bio, hein, qui était en fait l'un des légumes les plus anciens, plus anciens chez nous que la carotte, hein, qui est un fruit d'importation du temps des Carolingiens. Et donc vous avez du pané. Donc le pané ici, vous pouvez manger ça. Donc la partie aérienne, non, je ne dois pas dire ça. Et donc c'est aromatique, comme le persil ou d'autres plantes, si bien que vous n'allez pas la manger seule. Il faut la manger par exemple avec les artistes, hein, parce que ça va permettre d'atténuer l'amertume. Et vous avez la racine. Nous ce qu'on cherche quand on est en bushcraft, c'est quoi? Remplir ça. Si tu manges que de l'herbe, bah Thio, sac vide, il tient pas debout. Hein. Et donc les racines vont le permettre aussi. C'est bon. Cuit, ouais, cuit, c'est super bon. Le pané, ouais, c'est délicieux. Et des soupes, c'est pareil, qui sont très très bonnes.
Voilà. Et après, bon, là vous avez quoi aussi. Là aussi, là on a en fait un cousin encore du pissenlit, hein, dont je connais pas le nom. Je sais que ça se mange aussi. Vous pouvez y goûter, hein. En fait on parle plein de trucs au niveau de la pisse des chiens, etc. Si jamais vous avez un problème quelconque, de toute façon il y a le docteur qui est pas loin et vous dites j'ai mangé une plante qui est pas bien et puis lui va vous dire c'est pas bien, il va vous donner le médicament qui va avec. Ça, c'est de la famille du géranium, là. Donc ça ouais c'est du géranium. Hein. Ça, c'est le gaillard. Le Le pané. Ah ouais, c'est la merde. Ça va. Mais c'est comme Mmh. la Ah oui, salade quand ouais, tu l'assaisonnes pas. Mais c'est pas mauvais. Le persil pissenlit. Le panier donc Le panier ouais c'est très proche du persil. De toute façon c'est Ouais. une ombellifère, hein. C'est une apiacée. C'est ça. Ouais c'est ça. Ça ressemble aux feuilles de carotte. De toute façon, c'est un cousin. Hein. Ouais, puis C'est la même famille, ombellifère. La carotte, si vous voyez l'ombelle que ça fait, le persil aussi, ça fait la même chose d'une couleur jaune-vert. Ça dépend des pays, ici un peu plus jaune. pissenlit, je le mange jamais seul, moi, je le mange toujours avec quelque chose. Il faut, Non. Et du coup, la vertu elle disparaît complètement. et il faut surtout ne pas le manger en grande quantité. Il y a... Non, pissenlit. Comment Non, pissenlit. Non, le persil, si on en mange de trop, en fait, ça, il y a des alcaloïdes dedans en fait, qui s'accumulent. Ils sont très Le petits. pissenlit ou le persil? Ah, le persil, hein. Persil, ouais. Ouais, le persil. Ah non, le pissenlit, Non, non. le pissenlit, c'est encore manger, ça. Et derrière, on a du persil. Là. Levé. Non, Achille et millefeuille. Achille et millefeuille, qui se mange aussi. Bah, les gars, alors ça, par contre, si ça vous dit, après on avancera. Mais randonnée avec le CPIE, généralement les gens sont étonnés parce qu'on fait 700-800 mètres. Ouais. Voilà, ça suffit et on fait comme ça 3 heures. Et parce qu'il y a vraiment tellement de choses à dire. Ici on a à bouffer. On a à bouffer pour... je pense qu'on pourrait manger tous ensemble. Regardez, il y a même leur petit là. Donc là on a vraiment à manger, on a tout ce qu'il faut en protéines. Là-bas il y a un pissenlit qui est en train de monter. Ici on a tout à l'heure, tu nous montrais Sébastien, l'achille et millefeuille. Achille et millefeuille. Donc ça, on peut manger les feuilles en tant que condiment. L'achille et millefeuille sert en plein de choses, notamment si lorsque vous aurez lampe florale qui va venir et que vous êtes en c'est lorsque vous êtes en période de grippe, en période d'infection, ou bien même si vous venez de recevoir une infection, on ne sait pas, échinococose, un truc qui passe vachement bien sur le net. Et ben vous prenez ça et ça a la possibilité de vous augmenter vos défenses immunitaires. Et en plus c'est vachement bon en tisane. Ici on a le graillé gratteron, que vous connaissez tous. Nous les gamins ils appellent ça en plus ça il est bien, il doit être tendre maintenant. Donc le graillé gratteron, parfois vous voyez, à l'été vous voyez des boules qui commencent à apparaître. Le graillé gratteron se mange, il se mange comme ça quand il est jeune, ensuite il s'enrichit en silice. L'intérêt il est riche en sels minéraux, les vitamines j'en sais rien du tout. Par contre ça se mange, mais je trouve ça pas bon. Franchement, il est bon au goût, mais après ce qu'il y a c'est que c'est tellement riche en silice que tu as l'impression de manger du sable. Le gaillet, je l'utilise surtout, c'est pour sa capacité à récurer. C'est-à-dire que c'est tellement riche en silice que si tu veux récurer ta gamelle, comme la prêle, à la star de la prêle, que ça va tout nettoyer. Fais un nid, vous m'avez déjà vu faire des nids. Ouais. Faites un nid et puis avec ça vous grattez comme si vous avez un tampon jet, que ça marche vraiment super. En med c'est pareil quoi. Et ensuite lorsque vous avez les petites boules qui apparaissent, vous allez récupérer les petites boules, plus elles sont mûres mieux c'est. Et vous les mettez à torréfier. Donc vous mettez dans une gamelle à sec et puis vous faites chauffer sur le feu. Tout doucement ça devient marron, pas grillé, c'est pas du charbon qu'on veut faire. Et puis lorsque ça deviendra bien marron, et vous le mettez en poudre, en fait c'est le meilleur succès d'année du café. C'est-à-dire que celui-là c'est celui qui rapproche le plus du café. On a parlé tout à l'heure du pissenlit, le pissenlit on peut faire la même chose, et celui-là c'est le meilleur que j'ai pu goûter, en goût. Alors les boules elles doivent être comment tu dis? Elles sont vertes, mais il faut qu'elles tournent vers le marron. Quand elles sont trop marron, elles sont sèches en fait, il n'y a plus rien dedans. Mais c'est à ce moment-là.
doucement, on peut la reprendre. Souvent elle est dans le sable, mais là c'est trop piétiné. Si vous commencez... Hein, j'espère pas déranger le poignet, sinon je vais devoir le manger. Ici aussi, là, vous voyez, une petite boule. Vous voyez dans les jardins de grand-mère, ça là. Ça là, là. Orpin. Orpin, ça se mange très épicé. Ça ne se mange pas tout seul, hein. Surtout. Bon allez, j'ai pas réussi à l'avoir plus. Ça peut être beaucoup plus long. Alors, cette partie de la plante, on appelle ça comment? Un rhizome, ouais. Donc voilà. Avec une plante comme ça, vous pouvez commencer à avoir un lien. Cette plante, vous allez la tirer. Bon, elle a quand même déjà une résistance. Mais je sais que si je tire plus, elle va casser. Donc ce qu'il faut, c'est en trouver d'autres. Et puis les associer. Alors il faut couper les petits bouts ou surtout Ouais. pas? Si, tu vas les couper. Là, tu vas les couper. Il faut essayer de ne pas les abîmer. Donc là, c'est le couteau, hein, de toute façon, qui va réussir à te le faire parce que c'est costaud. Vas-y. Donc voilà. Donc ici, on a un type de graminée. Je connais le nom, mais peu importe. Parce que vous trouverez une plante du même type dans votre jardin. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est de la manière de traiter ce rhizome. Hein, rhizome. Donc nous avons une plante. Bah, là, celle-là, c'est encore mieux. C'est une plante avec une partie aérienne qui est ici. Hein, comme les fougères qu'on trouve que lorsqu'on va, nous, bushman dans les bois. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le rhizome, partie souterraine. Cette partie souterraine qui n'est pas une racine, mais qui est une tige. Coupez ici les parties aériennes, parce que vous voulez avoir une fibre. Si jamais ce rhizome est trop sec, je vous propose d'en faire un petit nid avec, sans faire de nœud. Vous la mettez dans l'eau chaude. Vous la mettez dans l'eau chaude, pas à bouillir, à chauffer. Et en fait, vous allez voir qu'elle va devenir beaucoup plus souple. Donc ici, je vais nettoyer aussi. Alors il y a deux techniques essentielles lorsqu'on est en survie ou en bushcraft. C'est faire du tauron ou faire de la tresse. Ou faire de la tresse. Comment je vais savoir si ce que je dois faire? Allez, ici, il faut me faire des moustaches. On va attaquer une banque. Ici, je plie, ça casse pas. Alors, ce que je me dis, c'est que je peux faire les deux. Je serai dans mon jardin, j'aurai du chien-dent, ça casserait. À ce moment-là, je ferai automatiquement une tresse. L'intérêt de la tresse, je prends la caméra. L'intérêt de la tresse, c'est que les fibres se croisent. Ne se casse pas, d'accord? Après vous allez me dire, mais Laurent, moi je veux bien, mais c'est vachement drôle ce que tu dis, mais pourquoi j'utiliserais pas la corde directement? On va faire l'expérience. C'est que si je prends la corde directement, elle résiste à la tension. On pourrait le rajouter, on peut en mettre autant de brins qu'on veut. Elle résiste à la tension, mais au bout d'un moment, elle casse. La tresse va faire pareil. Au lieu d'avoir un brin, ça va en avoir 3. Donc il va falloir tirer beaucoup plus fort. D'accord? Ça, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Vous pouvez le faire si c'est vraiment d'extrême urgence. C'est bien, c'est de la laisser sécher un tout petit peu. Donc vous êtes en train de marcher, vous la faites, vous marchez, ça va sécher, et hop, vous pouvez l'utiliser. Après, vous pouvez la garder sèche, vous pouvez l'humidifier aussi pour la réutiliser pour autre chose. Pour une vannerie, mais ça, ce sera une autre vidéo.
Donc je ne vais pas montrer comment faire de ça un biface, quoiqu'ici on a quelque chose qui peut être intéressant quand même déjà pour avoir une image. Mais ce que je vais montrer, c'est comment sortir un éclat, hein, puisque c'est la technique de l'éclat, pour avoir un objet coupant. Un objet coupant pour l'utiliser là, ici et maintenant. Après, je ne parle pas de la durée. Donc là on a un morceau de silex qui a été trouvé dans un champ. Il y a une belle taille. Bon là je vais tricher un petit peu parce que c'est vrai que il a déjà été un peu préparé. Ici généralement le silex, bon là, il ressemble à une boule comme celle-ci, hein, avec ici une gangue qu'il faut d'abord commencer par enlever. Cette gangue on la trouve ici. Le silex lui il est à l'intérieur et en fait ça marche comme un morceau de verre. Hein. C'est-à-dire que chaque éclat va casser et devenir coupant comme du verre. L'objet c'est de ressortir quelque chose comme ça, qui n'a pas forcément une forme très jolie et qui n'aura pas forcément un intérêt archéologique, mais qui pour nous servira à diverses choses, c'est-à-dire que ce soit un racloir pour nettoyer une peau, pour écorcher une branche, pardon, faire une pointe. Ça sera beaucoup plus long qu'avec un couteau, mais si on n'a pas de couteau, ça pourra toujours servir. Voilà. Alors il faut choisir un percuteur. Donc ici, Sébastien qui m'a trouvé un percuteur, le Cayel, pardon. Et le but, comme je disais, sortir une lame, un éclat. Je vais essayer de trouver un endroit qui est assez, comment dirais-je, qui fait une crête. Sur cette crête, je vais trouver des zones avec des arêtes, ici. Cette arête va me servir à me sortir un éclat. Je ne tape pas du côté de l'arête, je tape du côté opposé. Si je veux avoir une belle arête, je vais devoir soutenir avec ma main mon éclat. Pour ça, je prends par exemple un morceau de cuir et je vais taper d'un coup sec. Donc là, ce morceau vient d'en dessous. Donc c'est le morceau qui va m'intéresser. Quand je casse, je ne casse pas pour avoir ici un éclat qui va sortir, mais bien en dessous ici. Donc ici c'est un petit morceau qui est déjà coupant, qui peut être intéressant pour faire une pointe de flèche. Alors je ne pourrais pas l'attaquer avec ça. Ou alors je vais l'attaquer simplement en appuyant dessus. En appuyant dessus, je vais enlever des petits éclats qui vont me permettre de le former. Donc ici je me sers de la pierre comme enclume. Hein. Là j'ai cassé en deux, ça fait rien, je vais la récupérer pour ce dont j'ai besoin. Là je peux donner encore des coups derrière. Alors je sais pas si vous avez vu les coups que je donne. Hein, je les donne pas comme ça, je les donne bien dans ce sens-là, hein, pour arracher. Voilà, donc avec ça, alors le mieux quand on a cette taille là, c'est d'avoir une branche de buis ou encore mieux la corne de cervidé qui permettra de donner des éclats beaucoup plus fins, et donc on arrivera à travailler. Voilà, donc ici ça devient un début de pointe de flèche. Hein. Après cette pointe, ce que je ferai moi, c'est que je prendrai, donc là elle est plane, hein, mais ce que je ferai, c'est que je prendrai un morceau de corne de cervidé et puis je taperai histoire de refaire d'enlever les éclats pour pouvoir la rendre un peu plus tranchante. Voilà. Donc celle-là, voilà. Ensuite, si je veux quelque chose un peu plus long, c'est de trouver l'endroit qu'il faut.
ça fait un creux, enfin une pointe. Ici c'est un peu plus plat, donc je vais essayer de prendre à ce niveau-là. Alors, vous voyez parfois les gars faire ça. En fait, lorsque vous avez ici une crête qui est un peu trop tranchante, elle va avoir tendance à se fracturer en plein de petits morceaux. Donc ce qui est bon, c'est de la casser un petit peu en frottant dessus. Non, je l'ai pas. J'arrive pas à le sortir. Je vais essayer de le dégrossir un peu. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est dégrossi. Voilà. C'est pas ce que je voulais, mais bon, je l'ai. Alors j'ai quoi là? Je crois que je vais pouvoir utiliser juste l'éclat que j'ai fait, mais c'était pas du tout ce que je cherchais. Là, avec ça on peut déjà faire quelque chose, hein. C'est pas assez grand, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah j'arrive pas les gars. Bon bah voilà une petite dédicace pour notre copain québécois Wilderness. Donc là on a un fusil, donc un briquet avec un fusil dit Celtillon, hein, mais qui est aussi le briquet des tranchées. Et donc on a des belles étincelles. Voilà, de belles étincelles, ça va pas prendre naturellement. Pourtant je vends dessus. Hein. Ouais. Ouais, tu l'as, hein. Ah non, je crois. Non, non. Voilà, c'est vraiment la journée sans. Hein. C'est des éclats. Voilà, ça fait des éclats. Et là on a les mêmes étincelles avec une lime, hein, donc une vieille lime de grand-père. Et qui fait les mêmes étincelles. Voilà. J'ai pas fait de feu. Donc en réalité, pas besoin d'acheter du matériel. Trop cher. Ouais, Trop ça cher permet pour de faire commander ça. trois. Ouais. Une vieille lime, et on a le même résultat. Ouais. Esprit Bushcraft. Exactement. Voilà. C'est la même.